Bonjour, chers collègues. C'est un cas d'usage, je ne prétends pas du tout faire référence ni sur les pistes d'interprétation ou d'analyse que je vais proposer de la série, ni dans l'usage même de la série. Tu n'as pas dit, peut-être j'étais concentré, mais pourquoi est-ce qu'on parle de série dans un truc qui s'appelle usage du cinéma? Bon, voilà, c'est parce que Bastien et Guillaume sont des gens ouverts d'esprit et qui ont compris que ça n'était pas forcément utile de rabattre, de faire de la concurrence entre les deux genres. Voilà. Et ce n'est pas non plus utile de dire que c'est une série ou que les meilleures séries ont des qualités cinématographiques, histoire de ne pas confondre les qualités artistiques des œuvres et les qualités esthétiques. Voilà, on va parler d'une série. Parce que en fait c'est une très bonne fiction avec un très bon récit et qu'on peut en proposer un usage qui est, si ce n'est similaire, du moins analogique de ce qu'on pourrait faire avec un long métrage de cinéma, mais on pourrait passer beaucoup de temps à débattre des différentes catégories, sauf s'il y a peut-être parmi vous des partisans d'une essence du cinéma. En tout cas, j'aimerais bien déjeuner avec vous. Voilà, donc la présentation que je vais vous faire, c'est de présenter 3 usages possibles, je crois, de cette série La Casa de Papel, autour de la notion de désir, pour s'en approcher ou au contraire pour s'en éloigner. Alors La Casa de Papel, c'est pas explicitement une série qui thématise le désir en tant que tel, c'est pas comme un film de Wim Wenders qui s'appelle Les Visées du désir par exemple, ou un tramway nommé Désir, etc. Donc on va être sur quelque chose qui va être plus indirect. Alors, le dispositif que je vais vous présenter là, c'est un dispositif que j'ai testé cette année. J'ai très peu de recul dessus, j'ai juste terminé de le faire, mais j'ai très peu de recul dessus. C'est une série que moi j'ai découverte quand elle est sortie sur Netflix, donc en 20 décembre 2017. Donc j'ai très rapidement regardé les 22 épisodes et donc j'ai eu très envie tout de suite de préparer quelque chose. C'est une série qui est assez dense et qui est difficile à manier, donc il m'a fallu un petit peu de temps, j'ai travaillé dessus l'été dernier. Le dispositif a été le suivant. Avant les vacances de Toussaint, j'ai dit aux élèves que nous allions travailler autour de cette fiction, non seulement dans un cours assez proche de la rentrée des vacances de Toussaint, mais aussi dans la suite de l'année, que ça serait une fiction que j'aimerais avoir un peu comme fil rouge dans le cours. Donc j'ai posé alors je précise avec une classe de TL, j'ai 18 élèves, 19. Et donc je leur ai demandé d'abord qui était équipé en Netflix, parce que c'est la difficulté de cette série, c'est qu'elle est distribuée par Netflix. Donc il y a à peu près un tiers de la classe qui pouvait avoir facilement accès à Netflix, récupérer des codes, etc. Donc il m'en restait 2 tiers, donc si je ne me trompe pas, ça fait une douzaine d'élèves, avec lesquels en fait j'ai partagé mes codes, j'ai changé mon mot de passe, etc. Enfin, c'est une modalité pratique, mais j'ai partagé des codes et en fait on s'est mis d'accord sur des jours. On a fait un petit tableau en disant qu'il serait en vacances, qu'il pourrait y avoir accès, etc. Et en fait, c'est assez bien tombé. Alors j'imagine que c'est compliqué si on a 35 élèves, voilà, mais en l'occurrence, c'est pas possible. Est-ce que c'est légal? Non. C'est pas ça la question, mais c'est que là, apparemment, dernièrement, il y a une version qui est sortie, comme quoi Netflix voulait limiter justement le nombre d'utilisateurs et l'usage pour les gens qui partagent leur code. Alors écoute, on n'a pas rencontré cette difficulté. En réalité, parce que il faudrait pas voir c'est quoi, c'est la technologie avec la reconnaissance des adresses IP peut-être ou des choses comme ça, mais en réalité, moi j'ai un abonnement où j'ai 5 comptes, donc déjà ça optimise un peu voilà, les choses. Bon, c'est des questions de modalité pratique donc il faudra se poser. En l'occurrence, voilà comment j'ai fait. Ensuite, à la rentrée, j'ai commencé, j'ai fait cours j'ai fait mon cours sur le désir, enfin les 2-3 questions que j'articule pour faire cours sur le désir, parce que on sait depuis mardi, il faut privilégier une approche par problématique par notion. Voilà, et en fait, la séquence là que j'ai proposée, qui m'a pris un peu plus en raison de 1 heure, mais plutôt 1 heure et demie, parce qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les élèves, je l'ai proposée en fait en sortie du cours sur le désir. C'était une manière de revoir et de relire les éléments du cours et de s'appuyer sur à la fois
le visionnage des élèves et en même temps leur récente expérience du cours. Voilà comment ça... Je ne sais pas si j'étais clair. Donc, ils regardent la série avant les vacances de Toussaint. La rentrée des vacances de Toussaint, on fait un cours relativement classique qui articule quelques questions autour du désir. Et pour conclure, en un sens, ce cours, eh bien, je fais la séquence que je vais vous proposer aujourd'hui. J'ai un peu modifié 2-3 choses, mais je reviens à ce qu'ils ont visionné. Voilà. Alors, d'abord, peut-être un petit mot sur La Casa de Papel. C'est une série donc espagnole diffusée entre le mois de mai et le mois de novembre 2017 sur la chaîne Antena 3, on dit comme ça, et qui a donc été reprise par Netflix pour une distribution internationale à partir du 20 décembre 2017. C'est peut-être la série la plus populaire, la plus phénomène de l'année, de la saison 2017-2018. Après, voilà, à titre d'exemple, elle a gagné le Emmy Award de la série dramatique en 2018, donc la récompense voilà, pour la meilleure série dramatique. Et il y a eu énormément de presse, énormément de commentaires et de critiques. Pour une raison aussi, c'est que c'est une série espagnole, ancrée dans un contexte espagnol, et qui a fait partie de ce premier grand lot. Pardon. Je suis vraiment désolée, je peux te couper. J'ai pratique la lecture labiale et j'arrive pas à lire sur télé parce que je prends juste un tout petit peu de décalé. Merci, c'est très bien. Parfait, désolée. Voilà. Donc c'est une série qui fait partie de cette première grande vague de cette stratégie de Netflix qui consiste à non plus simplement diffuser un catalogue américain un peu adapté aux réalités, enfin aux pays dans lesquels ils sont diffusés, mais à produire vraiment des séries qu'on pourrait appeler glocales, de glocalisation culturelle, c'est-à-dire distribution mondiale, mais enracinée dans un contexte économique et dans un paysage culturel bien identifié. Donc c'est le cas pour La Casa de Papel, qui est coproduite dès sa diffusion pour la chaîne espagnole par Netflix. C'est pas juste un rachat après de droits de diffusion, c'est vraiment bien une coproduction. Voilà. Et plus récemment, ils l'ont fait par exemple avec une série danoise qui s'appelle The Rain, et qui est aussi voilà, symptomatique de ces séries. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Marseille en France, qui est, bon, pour des raisons voilà, vraiment de récit, etc., n'a pas très bien marché, mais voilà. C'est une manière aussi de dire qu'on n'est pas, enfin que l'histoire de l'américanisation de la culture, que Netflix et le soft power, etc., c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi maintenant des articulations à des contextes culturels locaux. Voilà. Et donc, c'est une série sur laquelle j'ai voulu travailler parce que ça permet de faire entrer dans le cours de philosophie résolument un phénomène ou une série très populaire. Sur les petits débats qu'on a eus juste avant, je suis un très fervent militant, vraiment, et je pense qu'on a un grand rôle à jouer dans l'appropriation par nos élèves de ces récits et de ces contenus qu'ils connaissent bien, qu'ils fréquentent, mais sans toujours être conscients qu'ils font culture pour eux ou que ce qu'ils fréquentent en fréquentant ces contenus, c'est bien une pratique culturelle. Donc je pense que pour ne pas qu'ils soient doublement victimes d'une violence qui consisterait à non seulement ne pas toujours avoir accès à la culture classique ou pas toujours la maîtriser, mais en plus à ne pas voir reconnu leurs propres pratiques comme des pratiques, si ce n'est légitimes, du moins pouvant être légitimées, eh bien je pense qu'il faut les aider à s'approprier ces pratiques-là comme des pratiques culturelles et discuter avec eux et de voir la manière dont elles sont constitutives à la fois de leur identité et dont elles permettent de partager des émotions, des valeurs et des attentions. Bref, voilà, c'est le côté militant. Alors, partons maintenant un peu plus précisément sur la série. C'est une série de genre assez classique, puisque La Casa de Papel, ça raconte le braquage de la fabrique de la monnaie espagnole à Madrid par une fine équipe de 8 braqueurs avec un cerveau, le professeur. Et en passant, c'est une série qui fait beaucoup de bien pour l'autorité du professeur, qui est quand même le king du truc, s'appelle le professeur. Et, vous voyez, il passe 5 mois à former ses braqueurs dans une sorte de classe. Quand ils se couchent trop tard, il leur dit attention, il y a classe demain, etc. C'est aussi une série qui fait du bien à l'image du professeur. Voilà. Donc, c'est une série de braquage. Et les films de braquage, pour le coup, eh ben on les connaît bien.
C'est la tradition de Ocean's 11, de Ocean's 12, etc., etc. Il y a la version féminine qui est sortie. Un film comme Inside Man aussi, qui est le récit d'un cas parfait, mais avec le cerveau qui est malgré tout en prison. Enfin, c'est un intrigue un peu complexe, mais c'est des intrigues assez déjà établies par le cinéma. Et puis pour du côté des séries, on est assez proche, en un sens, de la première saison de Prison Break, donc du plan totalement incroyable que met en place Michael Scofield pour faire libérer son frère dans cette première saison, qui dure aussi 22 épisodes, en passant, c'est la saison de Prison Break. Alors bien sûr, c'est pas un casse, c'est une évasion, mais en réalité, on est sur la mise en œuvre d'un plan de manière assez similaire. Donc ça n'est pas sur son genre ou sur son thème, même sur sa mise en scène que la série est originale. Le principal effet d'ailleurs de récit ou de mise en scène, c'est un récit qui imite le temps réel pour la narration principale et qui sinon fait de nombreux flashbacks vers justement les 5 mois que cette équipe de braqueurs a passé dans une grande maison dans la banlieue de Madrid, près de Tolède, c'est magnifique d'ailleurs. Et donc, voilà, on alterne entre le braquage et les récits de la préparation, ce qui permet de voir justement comment est-ce que ce qui a été préparé se réalise, ce qui permettra aussi de faire d'ailleurs un usage autour d'autres notions peut-être dans le rapport entre raison et réel, par exemple, puisque c'est le principe du plan, quoi, de la feuille de route. Alors, voilà, le cadre est posé, j'imagine, j'aurais dû peut-être commencer par là, certains ont vu cette série. Allez, n'ayez pas peur, comme il y a une série, bravo. Très bien, donc en revanche, il y a plutôt une majorité qui ne l'a pas vu, donc je t'invite à la voir. Je fais une toute petite spoiler alerte pour un extrait de la dernière partie de mon intervention, puisque c'est un extrait qui est dans l'avant-dernier épisode, vous aurez le droit de cacher vos yeux et de boucher vos oreilles. Donc là, je vous ai dit, donc j'ai fait le cours sur le désir, un cours très classique pour le coup, avec, enfin très classique, je veux dire, un cours scolaire, parce que voilà, on est aussi en terminale, on prépare nos élèves au bac, on sait qu'en plus en L, il y a quand même malgré tout, on va en discuter au déjeuner aussi, mais les attendus en termes de connaissances, de distinction conceptuelle, de définition qui sont assez forts. Donc le cours en tant que tel, c'est des leçons vraiment très classiques et qui n'auraient aucun intérêt, aucun intérêt que je vous en parle, vous faites en plus même mieux que moi, etc. Là, ce qui m'a amusé, c'est de faire, encore une fois, la sortie. On a terminé le cours et ils ont dit le cours d'après, souvenez-vous, la Casa de Papel, on y retourne. Et donc, ils savent, ils ont vu la série, ils savent que c'est un braquage, etc. Et donc, on y va pour une première reproblématisation, en tout cas, une première problématisation du récit qui a été proposé dans ces 22 épisodes. Alors, j'ai appelé ça, voilà, braquer entre manque et puissance, hein. Et vous allez voir, très vite, vous allez retrouver la problématique classique qu'il y a derrière, mais comment est-ce que, j'ai essayé d'accompagner les élèves justement dans cette lecture critique des récits qui sont projetés sur eux. Alors, question simple, hein, braquer, ça revient finalement à prendre les armes pour armer son désir et faire en sorte de le satisfaire en s'affranchissant de certaines obligations sociales ou légales. C'est aller chercher directement ce dont on manque, ce dont l'absence nous rend malheureux ou miséreux. Et donc, on est parti de cette description-là, surtout à partir de ce que les personnages pouvaient dire des raisons qui allaient les pousser à se lancer dans cette aventure. Pour le faire très vite, il y a 8 personnages, il y a 8 situations, il y a 8 parcours individuels différents. En réalité, ils sont tous très intéressés par l'argent, mais par l'argent comme leur permettant d'aller prendre une revanche sociale. Ce sont des braqueurs sympathiques. Ils ont galéré. Moscou, par exemple, des noms de villes, pardon. Pour rester anonyme, ils ont des noms de villes. Il y en a un qui s'appelle Moscou, qui est plutôt âgé, expérience. Moscou, il a été mineur dans les Asturies, ça a été fatigant, il a ruiné sa santé, et puis ça ne lui permettait pas de faire vivre sa famille, etc. Donc, il a utilisé ses talents de mineur pour aller forcer des coffres et des murs de bois. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont une vie difficile. Alors, et donc, l'idée, c'était de travailler avec les élèves sur pourquoi est-ce qu'ils se lancent sur ce braquage. Réponse, et bien souvent parce que c'est l'occasion pour eux de non seulement satisfaire le désir d'un changement de vie, avoir enfin des moyens et devenir riches, mais surtout de prendre la revanche sur la première partie de leur vie, ou les 2 tiers de leur vie, qui était assez misérable ou assez malheureuse.
Donc, on peut détailler. Tokyo, par exemple, qui est une autre braqueuse, elle vient de perdre son petit ami dans un précédent braquage, et elle est écorchée vive. Pour elle, c'est en un sens, c'est vraiment l'occasion de prendre sa revanche, non seulement sur la vie, mais sur le dernier braquage. Nairobi, qui est la deuxième des femmes du groupe des braqueurs, on apprend, je vais vous montrer l'extrait, mais je vois déjà que je suis très bavard, donc voilà, c'était juste un extrait descriptif, mais on apprend en fait que son fils lui a été retiré. Et donc c'est très simple, ce qu'elle veut, c'est avoir de l'argent, pas pour l'argent lui-même, mais parce que l'argent va lui permettre de venir récupérer son fils et de l'emmener vivre à l'autre bout du monde, tranquillou. Et véritablement, ce qui est intéressant, c'est que dans une scène de confidence, on est de retour dans la phase de préparation, dans une scène de confidence à l'autre femme du gang, elle fait émerger, voilà, cette raison sous-jacente à son investissement dans l'aventure du braquage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la première figure qu'on a retrouvée avec les élèves, autour donc, de l'analyse des motivations des personnages, c'est la figure du désir comme manque, comme espérance d'une satisfaction à venir, comme tendance vers une satisfaction à venir. Et de ce point de vue-là, il est assez singulier, évidemment caractéristique, que le désir que ces hommes-là, ces femmes-là ont en commun, c'est le désir de la richesse, de l'argent, d'accumuler en fait un capital qui va leur permettre, les élèves l'ont identifié assez vite, de réaliser ou d'obtenir tout ce qu'ils désirent. Et donc, ils étaient à même de dire, oui, par exemple, Denver, il parle d'acheter une Maserati, le professeur, il va acheter une île, etc. Et donc, ils étaient capables d'identifier à la fois les désirs en un sens qu'ils souhaitaient réaliser, et en même temps les raisons pour lesquelles. Pour Nairobi, c'était de dire, elle veut aller enlever son enfant, et donc ensuite aller vivre avec elle. Donc ils étaient capables de ne pas rester focalisés juste sur la richesse pour la richesse, d'aller voir un petit peu au-delà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette question de savoir si on peut changer de vie en réalisant, en allant au bout du braquage, et donc grâce à l'argent et grâce à cette capacité qu'on va avoir de réaliser ses désirs, il se trouve qu'elle va être réinvestie dans l'épisode 13, donc le dernier épisode de la première partie de la série diffusée sur Netflix. Eh bien, elle est réinvestie parce que, à l'intérieur de la fabrique de la monnaie qui est braquée par les braqueurs, il y a 67 otages. Il se pose la question à un moment donné de savoir ce qu'ont fait ces otages, et le professeur a cette idée, il dit, eh bien, on va en faire nos associés. Et on va leur laisser le choix, qui est l'argent ou la liberté. C'est-à-dire que soit on leur propose de sortir au bout d'une semaine à peu près de séquestration, ils peuvent quitter la fabrique de la monnaie sans rien, ou bien alors ils restent avec les braqueurs jusqu'au bout, et les braqueurs leur enverront 1 million d'euros à la sortie. Et donc il y a vraiment la mise en scène de ce choix entre l'argent et le désir, ce qui est une manière pour la série de réexpliciter ce choix pour son spectateur. Je vous montre le début de l'extrait. Hop. Spider-Man de los cojones, que me cago en Spider-Man. Porque... Con la suerte que tengo. Ça commence par une discussion autour de la table dans la maison de Tolède, pendant la préparation, sur qu'est-ce qui permettrait de fédérer des braqueurs et des otages. Alors il y a une petite blague qui circule autour du fait que ce qui fédère les hommes, c'est le foot, après c'est le sexe, et évidemment le professeur va aller au-delà, et vous allez voir la réponse qui va être faite. Si montamos una orgía... A todos nosotros, quiero decir. Bueno, a ver, yo os he cogido mucho cariño a todos, pero con sinceridad, el dinero. El dinero. Y otra cosa no, pero el dinero nos va a sobrar. He estado pensando mucho en cómo podríamos transformar a nuestros rehenes en nuestros socios. Y bueno, he llegado a una conclusión.
o libertad. ¿Ha pensado usted alguna vez, lo digo así, a modo de fantasía, en ponerse un precio? Pues ya le digo yo que sí. Piénselo, señor Thor, ¿vale? Que tiene 2 horas. No tengo nada que pensar. Estoy hablando del dolor, del daño que le estamos infligiendo. Yo estoy aquí trabajando mejor que he trabajado en toda mi vida. ¿Cuál sería el salario mínimo de un rehén? Yo he pensado en 1 millón de euros, así, libre, sin impuestos. A mí no me vais a engañar. Yo sé perfectamente cómo funciona todo esto. ¿Ah, sí? Sabe lo que esto cuesta. Y sabe que la profesión es algo que se lleva en la sangre. Jamás he tenido una jefa como usted, señorita Nairobi. ¿Es eso o la segunda opción? ¿Y cuál es esa segunda opción? Salir, así sin más. Así como te lo cuento, pero con las manos vacías. ¿Cómo vamos a sacar 1 millón de euros de aquí? Escondidos en los calzoncillos. Tú me das la dirección de un primo carnal tuyo, un amigo, y yo te hago llegar un sobrepostal con tu dinero a los 5 o a los 6 meses de salir de aquí. Piénsatelo, que no es lo mismo criar a un hijo con 1 millón debajo del colchón. Pues la libertad o el dinero. Aquí abrió la cámara, la entrada de los... Voilà, donc vous avez, la mise en scène, vous avez vu, assez dynamique, et il y a vraiment un travail de réexplicitation, puisqu'on a cette première discussion autour de la table, puis ce montage. Alors, vous n'avez pas déjà dû vous le dire avant, mais évidemment, vous avez compris, les deux qui interrogent sont des braqueurs et ils posent la question d'otage de ce qu'ils souhaitent entre argent et liberté. Et on amène une 3e séquence. Après, une fois qu'on a eu ce petit montage-là, tous les otages sont réunis dans le hall de la fabrique de la monnaie et on trace une ligne et Méroville, Red et moi, dit voilà, maintenant, tous ceux qui ont choisi, qui veulent sortir, vous sortez, ceux qui veulent rester, vous restez, etc. Donc, il y a vraiment un dispositif pour le coup de récit qui fait que on insiste bien sur la manière, et c'est le basculement, hein, c'est le dernier épisode de la première saison, sur la manière dont les otages finalement dont les braqueurs vont transformer leur braquage finalement en association. Et évidemment les otages, ils étaient là, ils ne demandaient rien, en fait les otages c'est nous les spectateurs, c'est-à-dire que c'est un dispositif de récit qui est très directement adressé aux spectateurs, vous avez vu, hein, c'est des entretiens quasiment face caméra, comme si voilà, on était nous face à l'alternative. Et donc ce qui était intéressant, c'est que là pour le coup ça permettait de reconstituer avec les élèves, hein, un extrait, une séance dont ils se souvenaient assez bien quand ils l'avaient vu pendant les vacances de Toussaint, de reconstituer les termes de ce problème et de passer d'un problème qui est mis en scène et raconté à une problématisation en s'appuyant à la fois sur le cours et puis sur leur expérience de la série. Donc voilà un premier travail qu'on a pu faire. Alors, braquer entre manque et puissance, il se trouve que, je vous ai dit, c'est une série de braquages, c'est un truc de genre, c'est pas très original. Il y a néanmoins une originalité. C'est qu'ils ne braquent pas une banque, ils braquent la fabrique de la monnaie. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, ils veulent ne voler personne, ne pas voler l'argent des petits épargnants, pas dans les piluques, mais en revanche, ce qu'ils veulent, c'est faire tourner les rotatives pour produire le plus d'argent propre, en un sens, neuf, et se l'approprier. Donc ne voler personne, mais en un sens, faire tourner la planche à billets à leur bénéfice. Et donc, là où dans le film de braquage, la condition de réussite, c'est la rapidité, c'est l'effet de surprise et de sidération, et c'est surtout la rapidité entre le moment où on est rentré et le moment où on sort, on est là exactement dans le rapport inverse. Et c'est la très bonne idée d'Alex Pina, le créateur de la série, c'est d'inverser l'attente et le code du braquage. Et de dire ici que el tiempo, c'est el dinero, quoi, l'espagnol est très mauvais, mais le temps c'est de l'argent. Et donc ça veut dire qu'en réalité, plus ils vont rester longtemps, ils ont calculé qu'il fallait qu'il reste 11 jours pour pouvoir produire 1 milliard d'euros. Donc plus ils restent longtemps, plus ils vont accumuler de l'argent. Alors, quand on est en train d'écrire une série, rester longtemps, ça nous arrange, parce que du coup, ça permet de travailler sur le temps long de la sérialité. Reconstituer justement un braquage qui durerait 11 jours en 1h30, dans un long métrage de cinéma, dans un blockbuster, du coup ça perd un peu de son charme, ou de son efficacité esthétique, alors que là, pour le coup, on a vraiment le temps de s'installer dans ces 11 jours de braquage. Mais du coup, si tout l'enjeu, ça devient de rester le plus longtemps possible,
Donc de rester ferme sur le plan, la feuille de route, de ne pas se laisser surprendre par les événements, de ne pas se laisser surprendre par ses propres désirs à soi, en tant que braqueur, etc., ou par ses propres pulsions. À un moment, il y a un truc rituel pour le coup qui est assez énervant dans la série, c'est qu'ils se braquent tout le temps avec leur flingue. Ils tirent jamais, mais ils se braquent tout le temps. Et il y a même un personnage qui dit, effet de réel, on n'est quand même pas dans un film de Tarantino ici. Donc c'est pour vous dire que ça se vise souvent. Et donc, tout l'enjeu, c'est non seulement de rester le plus longtemps, mais aussi d'en sortir vivant. Et donc, ça permet d'interroger avec les élèves la question de rapport du désir au temps. Ils sont rentrés pour sortir le plus d'argent possible. En réalité, ils vont d'abord faire l'expérience de l'endurance de leur propre désir. Ils vont d'abord faire l'expérience de la confrontation, justement, de ce désir dans la durée. Et donc, la question surgit assez facilement. Vous connaissez, voilà, évidemment, un peu l'alternative. Est-ce que ce désir dont témoignent les braqueurs en braquant cette institution et en braquant le réel, est-ce que ça n'est pas plutôt le signe d'une puissance, d'un excès, d'une capacité à durer, à se déterminer, à se redéterminer régulièrement dans chaque épisode sur l'objectif, plutôt que le signe d'un défaut, d'un manque et d'une souffrance? Et donc ça permet, évidemment en cours, effectivement, on a travaillé cette question avec les textes classiques. Vous savez, il y a deux approches, enfin moi je considère qu'il y a deux, enfin je fais deux approches dans mon cours, une approche plutôt spinoziste, une approche plutôt nietzschéenne, sur voilà, l'excès du désir et du désir comme puissance, etc. Et donc ça permet aux élèves de retrouver aussi ces textes-là à partir de ce truc tout simple qui est que dans la Casa de Papel, le braquage il doit tenir longtemps, que tenir longtemps sous la pression, etc., ça demande, en un sens, de réactualiser une forme de puissance, de désir sur la fin qui est poursuivie. Voilà. Donc, premier usage, je dis il y en avait trois, voilà. Premier usage qu'on a pu refaire, donc, vous avez bien compris, en relecture, en retour sur le cours. En fait, vous savez, souvent on utilise justement les récits, les fictions, les vidéos pour entrer dans une notion. En disant on va faire une entrée vers quelque chose de concret. De fait, c'est assez efficace. Et là, ce qui m'a amusé, c'est vraiment de tester plutôt la sortie. C'est-à-dire le côté, on va en un sens réviser le cours avec la fiction. Alors, ce braquage, il est génial parce qu'il y a un professeur à la tête, ils ont dit, voilà. Et ce professeur, en l'occurrence, il a passé la moitié de sa vie à préparer ce plan, et le plan devient absolument la feuille de route de la réalisation et de la réussite de ce braquage. Il y a deux choses. Il y a un plan qui est incroyable, donc il y a un grand plaisir de regarder cette série, parce que dans le montage en plus, il y a un effet de flashback sur un moment donné, un conseil que donne le professeur, et puis ensuite on revient à l'actu, et c'est exactement ce qui se passe, et on voit lui-même le professeur qui est en position d'observateur, parce qu'il n'est pas dans la fabrique de la monnaie. On le voit lui-même se réjouir de ce qui est en train de se passer, puisqu'il a tout prévu. Bon. Donc il y a le plan, mais il y a aussi les règles. Et dès le début, épisode 1, au bout de 10 minutes, le professeur donne des règles. Par exemple, les 3 premières règles qu'il donne, c'est rien de personnel, pas d'identité personnelle, vous ne connaissez pas vos noms les uns les autres, c'est pour ça qu'ils prennent des noms de villes. Ensuite, aucune anecdote personnelle ou aucune question personnelle sur qu'est-ce que tu as fait avant, pourquoi tu es là, etc. Et puis, aucune relation personnelle, c'est-à-dire aucune relation amoureuse ou de relation sexuelle, etc. Aucune relation intime, affective entre les braqueurs. Voilà. Et puis, autre règle absolue, la non-violence. Un peu étrange pour parler d'un braquage, mais dit bien, la première goutte de sang qui sera versée risquera de faire vaciller la réussite de l'ensemble. Donc, une fois qu'on a pris le temps avec les élèves, et dans l'interaction, puisqu'ils ont vu la série, de faire émerger cette fois-ci, dans un deuxième temps, ces éléments de plan et de règles, etc., en réalité, donc on le fait émerger avec eux à travers un jeu de questions-réponses. Je vous donnerai des exemples de questions que je leur ai données pendant les vacances pour voir la série. Eh bien, on fait ressortir cette question, cet aspect-là du récit, donc le rôle du plan, la question des règles, et du coup, on attire l'attention sur le fait qu'il y a un autre récit dans cette série, qui est qu'en permanence, les braqueurs sont confrontés à la question de la maîtrise de soi, et donc de la maîtrise de leur désir, à la fois de leur désir final, qui consiste à repartir avec du butin,
à la fois de leur désir puissance, on va dire, qui consiste à rester déterminé et engagé, focus sur le plan, ce qui augmente encore une fois leurs chances de réussite, et puis aussi avec des aspects beaucoup plus simples et beaucoup plus immédiats, des figures de désir beaucoup plus simples et beaucoup plus immédiates, l'envie de dormir, l'envie de prendre l'air, l'envie de passer un moment plutôt agréable avec une otage ou un otage ou entre eux. Et donc, comment est-ce qu'ils ce travaillent leur rapport à eux-mêmes à travers le respect des règles et le suivi du plan. Alors évidemment, ils ne respectent pas les règles. Dès le premier épisode, les règles ne sont pas respectées. Et dès le premier épisode, le plan est obligé de passer sur des détours parce que la feuille de route n'est pas exactement suivie. Donc ça veut dire que le récit va prendre en charge, pour nous spectateurs, le travail, le rapport du désir à la règle ou du désir au plan, et donc la question de la maîtrise émerge. Si les braqueurs se tenaient rigoureusement au plan, en un sens, cette question-là ne surgirait moins, ou en tout cas ne ferait beaucoup moins l'objet du travail du récit. Donc, ici, alors voilà, je voulais vous montrer un exemple qui est assez savoureux, puisque c'est la question, c'est une question de maîtrise, pour le coup, de rapport entre ce qui était prévu dans le plan et ce qui n'était pas prévu. Et la question va se poser directement au professeur dans la relation très ambiguë qu'il a nouée avec Raquel Murillo. Raquel Murillo, c'est l'inspectrice qui est chargée de mener les négociations avec le gang pour protéger les otages, les faire libérer, etc., etc. Donc on retrouve un jeu, pour le coup, très classique, pas original, de séduction entre braqueurs policiers ou policiers braqueurs, enfin bon, voilà. Mais il se trouve que ça n'avait pas, la série nous fait comprendre que ça n'avait pas été prévu par le professeur. Il avait prévu tout, il n'avait pas prévu de tomber amoureux de Raquel, et donc d'être placé en position d'être le propre jouet de ses désirs. Ce qui est dans la scène que je vais vous montrer, il vient d'apprendre que la mère de Raquel a reçu un message qui est susceptible de l'identifier. Voilà. Et donc, vous allez voir comment, là encore, le récit, alors il y a un récit en voix off, je vais vous dire, il y a comment le récit prend en charge aussi et explicite cet enjeu-là pour le spectateur. El profesor había construido su plan milimétricamente. Cada movimiento de la policía, cada posible error de su banda, el comportamiento de los rehenes, cada variable, todo. Y entonces, cuando creía que tenía el control, descubrió que no. Jamás se le había ocurrido pensar que para que todo el plano se fuera por el retrete, iba a tener que matar. Matar a la madre de la mujer de la que se estaba enamorando. Y claro, nadie está preparado para eso. Bien puesto. Alors ici, l'extrait est assez descriptif. Il y a néanmoins, et c'est ce qu'on a travaillé avec les élèves à ce moment-là, le commentaire qui est fait, c'est la voix off toujours intéressant, c'est d'avoir un commentaire en direct sur ce qui est représenté, le récit qui est fait, sur ce qui est de l'ordre du préparable et sur ce qui est de l'ordre du non préparable, de l'impossibilité de préparer. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que même pour le coup, ici dans la profondeur du champ, vous voyez, il y a le hangar dans lequel il est, et on voit le tableau sur lequel tout avait été une sorte de traces de cette préparation avec les post-it chez Bastien et les traits qu'on peut faire pour tout essayer de visualiser et de prévoir.
Et en réalité, voilà, il apprend qu'il ne peut pas préparer ça, ce qui a permis donc de faire ressurgir, remonter auprès des élèves, enfin de les aider en fait à réidentifier tout ce qu'on avait pu dire ensemble et réfléchir autour de la question de la maîtrise de ces représentations, de ces techniques de soi presque qu'on pouvait développer par rapport à ces désirs, et donc de faire remonter effectivement, enfin remonter c'est pas très joli, mais en tout cas de revoir et de reprendre à travers le récit les questions qu'on avait traversées autour de la problématique classique de la maîtrise des désirs, des exercices même à mettre en œuvre sur ces représentations, si on est du côté des stoïciens, ou en tout cas la mobilisation de la raison, hein, pour pouvoir faire le tri, pour essayer, voilà. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on peut toujours s'entraîner, et on peut travailler sur soi. La question qui est posée ici, c'est la question de la pertinence d'une telle préparation. Est-ce que, face au surgissement d'un truc totalement inattendu, et qui en plus constitue du coup une sorte de déchirement profond, dissonance psychologique, mais aussi de dilemme moral, etc., est-ce qu'une préparation, est-ce que donc ce travail sur la maîtrise est suffisant? Est-ce que, c'est peut-être là où je fais le lien là, mais c'est là où est-ce que justement il y a quelque chose à dire peut-être sur la manière dont l'émotion brutalement surgit et redistribue les cartes de toute peut-être maîtrise ou de désir ou d'exercice sur lesquels on a pu s'entraîner. Voilà. Alors, ce qui est très savoureux, et là c'est très bien parce que du coup on peut faire le lien avec les élèves quand ils l'ont vu pendant les vacances, de leur dire, et vous vous souvenez de la scène de la fin de l'épisode où de fait il se rend chez Raquel, il prend un café avec la mère de Raquel, et vous vous souvenez de cette scène qui est quand même incroyable, il y a une tension, un suspense très très fort, et on se demande est-ce qu'il va le faire ou pas. Je laisserai regarder ça. Voilà, donc deuxième usage possible, hein, faire ressurgir dans le récit tout ce qui relève du plan, des règles, du souci de l'ordre, de ne pas se laisser emporter. Alors je vous passe toutes les tensions entre les braqueurs eux-mêmes. Je dis, ils n'arrêtent pas de se pointer leur pistolet ou leur mitraillette dessus. Puisqu'effectivement, rester enfermé 11 jours avec la pression, les otages, etc., évidemment, huis clos qui est propice au désaccord. Donc, à chaque fois, la manière de sortir du conflit, c'est d'en revenir à la règle, aux règles énoncées, au plan émis par le professeur, etc., etc. Donc, quand on fait réémerger ça dans le récit, eh bien, on a retrouvé, en tout cas, assez facilement avec les élèves, la possibilité de mobiliser des distinctions et des compétences d'argumentation autour de cette question de la maîtrise de soi et plus largement du rapport entre désir et raison. Voilà. Enfin, troisième usage qu'on a pu en faire et qui, pour être tout à fait franc, a été, je pense, celui qui était le plus utile, bénéfique pour les élèves, parce que celui qu'ils avaient le moins aperçu. C'est, cette fois-ci, toute la reconstitution, les retrouvailles avec la dimension politique de la série, et donc la question du lien entre désir de changer la réalité, révolution concrète, passage à l'acte, et finalement utopie. Alors, je vous resitue ces éléments-là. Le professeur ne braque pas une simple banque au risque de léser les épargnants. Voilà. Il insiste souvent sur le fait qu'il ne veut rien voler et qu'il ne veut voler à personne. Il va fabriquer de la monnaie et donc, en un sens, arnaquer directement un système financier qui injecte de l'argent dans l'économie. Pour lui, c'est très important, et c'est d'autant plus important que ça sera pour lui l'occasion d'avoir de son côté, une fois que l'opinion aura compris ça, d'avoir l'opinion de son côté. Alors on est en Espagne,
en 2017. La série a dû commencer à être écrite vers 2014, le temps de développement d'une série, c'est à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et donc on est en fait directement après, 2-3 ans après, 2011, la Puerta del Sol et l'occupation de la Puerta del Sol, le mouvement des indignés et la découverte finalement de ce nouveau mode de mobilisation politique, un peu qui est peut-être caractéristique de cette première partie du XXIe siècle, qui est l'occupation, l'agencement, les collectifs éphémères autour de questions concrètes d'accès à des droits ou à des revendications, ou même à des pouvoirs et des responsabilités, en tout cas des pouvoirs de décision, avec la démocratie directe, etc. Ce qui est très singulier ici, c'est qu'on est donc dans une série de braquages, récit classique de la culture populaire, mais dont l'enjeu est d'occuper le plus longtemps possible, en tout cas au moins une dizaine de jours, d'occuper une dizaine de jours une sorte de lieu de pouvoir, de la finance et du système économique. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de venir et de sortir très vite, non, il s'agit d'occuper. Voilà. Il s'agit d'occuper, et d'occuper non seulement avec des braqueurs, mais aussi des otages, dont vous avez vu que certains vont choisir aussi d'occuper finalement avec eux. Et donc il y a du monde quand même dans cette fabrique de la monnaie, et évidemment dans le contexte espagnol, et puis dans le contexte que nous on a connu après ensuite, voilà, de Nuit debout, tout ça, eh bien ça a une résonance particulière, mais aussi Occupy Wall Street, etc. Alors ça surgit d'autant plus que, à la fin de la première partie de la série, donc épisode 13, tout d'un coup, il y a une scène assez étonnante qui surgit de manière assez inattendue, qui est devenue très très fameuse, puisque c'est la raison pour laquelle Bella Ciao est revenue comme une sorte de tube dans nos playlists, et que Maître Gims, même s'y est risqué. Eh bien, c'est tout d'un coup l'identification par le récit qui fait la voix off du braquage, que en réalité, le professeur, c'est un résistant. Et que donc ce braquage a aussi une dimension et une signification politique. Qu'il ne se satisfait pas de l'ordre économique de la société tel qu'il est, et qu'il a donc décidé de faire que son braquage exprime aussi, enfin, non seulement cette insatisfaction, mais aussi la possibilité d'exercer très immédiatement et très violemment un contre-pouvoir. C'est ce qui donnera sa dimension utopique à la série. Alors, je vous montre cet extrait qui est quand même extrêmement fameux. Bon, on ne va pas y passer, on va pas le passer en entier, parce qu'il y en a un autre, où pour le coup, il y a l'explication de texte de cette occupation au nom de la justice, de ce désir de justice, qui est plus intéressant. Alors, épisode 13. Donc, conversation entre le professeur, le barbu, et Berlin. Berlin en l'occurrence, mais c'est tellement plus joli en espagnol. Donc Berlin, qui est le capitaine des braqueurs, dont on apprend plus tard qu'il est le demi-frère du professeur. Et ils sont au dernier dîner la veille du braquage. Mañana empieza todo. Sergio. Quiero que me prometas una cosa. Si la cosa se pone fea, te escaparás. No te vas a quedar esperando en Grancar. Nada va a salir mal. Sabes tan bien como yo que todo puede ir mal. Solo voy a entrar ahí si me prometes que si la cosa se va al carajo, no te vas a dejar coger. No te voy a prometer eso. No me prometes eso ahora. Te quedas esta misma noche sin capitán Armando. Tú ya me conoces.
salir mal, Andrés. Somos la resistencia, ¿no? La mattina. La vida del profesor giraba en torno a una única idea. Mi sono alzato. Resistencia. Bella ciao, bella ciao. Su abuelo, que había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción. La mattina. Y luego él Mi sono alzato. nos la enseñó a nosotros. E ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. 6 kilómetros todo recto y después el primer desvío a la derecha. Salva, puedes ir un poco más rápido. Conmigo no te van a poner multa. Es que vas a 40. Eso es la verdad, es que estoy un poco espeso. Voilà, je voulais laisser juste le changement de séquence avec la scène dans la voiture, mais vous avez entendu, il y avait la continuité de la musique. Hein, c'est que une fois cette révélation faite, c'est la première fois que ça surgit hein, dans l'épisode 13, donc le dernier de la première partie, ce qui est une manière aussi, donc, pour le coup, chez le spectateur, hein, de créer une nouvelle attente, hein, une nouvelle dimension qui s'ouvre pour la deuxième partie de la série. Eh bien, surgit donc cette dimension politique de résistance. Et ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est la manière dont on passe très simplement de ce qui pouvait apparaître comme étant un désir individuel à un désir collectif. Et là, les élèves le repèrent très très bien. Il suffit de leur demander c'est quoi l'enjeu, pourquoi est-ce que Berlin demande au professeur de lui promettre de s'en tirer, de s'en sortir si ça tourne mal. Et la réponse sur non, je ne te le promets pas, ça je ne peux pas, et la réponse par la chanson, par nous sommes des résistants, hein, et par la chanson. C'est-à-dire en fait par l'abandon de ce qui pourrait constituer une dynamique, un projet strictement individuel, un intérêt individuel, et le passage peut-être à ce qui constitue un désir collectif, un projet collectif, de se projeter dans un autre monde, dans une autre logique, dans une autre version de la justice. Et de ce point de vue-là, on a non seulement donc, le refus du professeur de promettre de s'en tirer tout seul, mais la mobilisation donc, de cette chanson est un héritage historique de mobilisation politique. Et donc, ce qui permet aussi de revenir avec les élèves sur des distinctions, alors qui sont pas toujours extrêmement fines, hein, mais entre un rêve collectif, être militant d'une cause, par exemple, et d'espérer des lendemains meilleurs, enfin, vous voyez, de travailler sur ces registres-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, toute la fin de l'épisode, ça dure encore 5 minutes, on va avoir cette musique de Bella Ciao en fond, on va voir le professeur et Raquel, donc une inspectrice dans la voiture, avec toujours cette musique en fond, on va avoir des plans à l'intérieur de la fabrique de la monnaie, et donc c'est finalement maintenant cette dimension-là qui fait le lien entre tous les braqueurs, et ça donne à ce projet un nouvel horizon. Je voulais juste... donc, c'est une manière pour moi aussi très directe de voir que, entre guillemets, dans la culture populaire, il y a des vrais morceaux de culture dedans. Pour ceux qui sont encore... Enfin, voilà,
précautionneux sur cette histoire, c'est-à-dire de rapport entre culture classique, haute culture, culture légitime et culture populaire. Il y a de l'éducation politique, tout simplement par la transmission de cette chanson, mais aussi par la possibilité de faire le lien, comme ça je signale juste en passant, les braqueurs dans la fabrique de la monnaie, ils sont à droite là, en combinaison rouge et avec un masque de Dali. Évidemment, donc c'est explicité, hein, c'est dit à un moment donné, il y a une discussion entre braqueurs, il y en a un qui dit qu'il ne sait pas, il dit c'est quoi ce masque, et il y en a un autre qui lui dit bah, c'est un masque de portrait de Dali, un grand peintre espagnol qui était un peu fou, qui sortait du cadre. Voilà. Et évidemment, dans notre réalité contemporaine, pas dans la fiction, c'est bien la fiction de notre réalité, le masque de Guy Fawkes, des Anonymous, qui lui-même vient du comics V pour Vendetta et du film popularisé par le film V pour Vendetta, qui est une forme de mobilisation politique ultra-contemporaine. Et donc, ma conviction, elle est que on est bien là dans une manière de transmettre aussi des éléments de culture politique et d'éducation politique. Soit dit en passant, on peut aussi attirer l'attention des élèves sur le fait que, à cette époque où tout est profil et tout est mise en scène de soi, la mobilisation collective passe par une sorte de masque de l'individualisation. Et le masque est là aussi pour anonymer et dire que ça n'est pas une revendication individuelle, mais bien une revendication collective, un désir partagé de plus de justice. Voilà, c'est juste un détail, mais c'est pour dire que en contrebande, plus ou moins en contrebande, ces récits-là transmettent des éléments de culture politique, moi je l'ai dit, à nos élèves, et que ça me semble toujours intéressant de les relever avec eux. Ça leur permet peut-être, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les usages qu'ils pourraient en faire dans leur copie, si on les accompagne un peu là, ça leur permet de faire peut-être des usages plus maîtrisés et moins descriptifs de ces références. Pour terminer, un extrait, là encore, donc c'est le spoiler alerte. Donc je ne sais pas, comme vous êtes une majorité à ne l'avoir pas vu, peut-être je ne vous le montre pas, je vous le signale, parce que c'est vrai que c'est quand même un point très très important de la chute. On est dans l'avant-dernier épisode et c'est le face-à-face, le dernier face-à-face entre le professeur et Raquel. Et je vous dis juste ça, Raquel a découvert qui il était. Enfin, ça, vous pouvez le savoir. Et ce qui est très intéressant, c'est l'argumentation, la justification, la théodicée presque, que développe à ce moment-là le professeur pour lui expliquer pourquoi il fait ça. Et je vous signale juste, je ne vous dis pas ce qui va se passer après, mais juste l'argument qu'il développe est le suivant. Il dit, en 2014, la Banque Centrale Européenne a réinjecté 171 millions d'euros, a fait tourner la planche à billets pour réinjecter 171 millions d'euros dans l'économie européenne, et ça a été donné à qui? Aux banques. Ils ont recommencé en 2016, 153 millions d'euros qu'ils ont fait tourner la planche à billets, ils ont réinjecté aux banques, et il dit, eh bien moi en fait, je fais pareil, mais je le fais dans l'économie réelle, hashtag théorie du ruissellement un peu, c'est-à-dire qu'on retrouve cette idée qu'il faut s'occuper des gens dans leur souci quotidien et leur fin de mois, etc. Et il le dit, je le fais pour nous autres, cette bande de miséreux. Voilà. Et donc, on retrouve ce qu'on a vu dès le départ, c'est-à-dire que cette motivation, elle participe aussi, cette motivation de braquer le réel, de braquer ce qu'on ne peut pas obtenir, et donc d'imposer l'ordre impératif de son désir. On retrouve derrière ça l'idée d'une revanche sociale, et au fond d'un désir de justice. Voilà. Ce qui ouvre à cette dimension-là. Donc voilà, c'est l'extrait, c'est la fin de l'épisode 8 de la deuxième partie. Je ne vous montre pas parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Raquel va réagir, elle qui est agent de police, voilà, comment est-ce qu'elle va réagir à ce discours-là. Mais là encore, il y a un discours finalement sur la manière dont les institutions financières se sont portées au secours des banques lors des crises financières, etc., qui est diffusé dans peut-être la série la plus populaire de l'année 2018. C'est pour là encore insister sur la dimension d'éducation politique de cette série. Voilà. Alors ça donnait, je termine vraiment, j'ai terminé. Voilà comment on a travaillé. Et ça a permis aussi de redonner quelques éléments de contenu aux élèves. Quelques éléments de contenu plus directement philosophiques. Je leur ai notamment passé l'article de notre collègue
universitaire Sandra Logier, qui dans AOC Média, qui est une sorte de site d'information avec des articles universitaires, a produit un article du 3 mai 2018 qui est une analyse, une lecture politique et morale de la Casa de Papel, où elle insiste sur deux choses, donc cette dimension d'éducation politique, mais aussi ce dont je n'ai pas du tout parlé, puisque ce n'était pas vraiment le lieu, la manière dont les personnages, à l'intérieur, dans un huis clos, vont renouer tout un ensemble de relations, d'affectivité, de soucis, d'attention à l'autre. Vous savez qu'elle travaille beaucoup sur les théories du care et la manière dont l'attention se remobilise, l'attention des uns aux autres se remobilise à travers ce souci de l'autre. Et singulièrement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est une grande fan de séries télé à titre personnel, mais aussi pour cette raison-là, parce qu'elle considère que la série est une fiction qui nous rend davantage attentifs aux personnages parce qu'elle nous les fait suivre sur un temps long, et qu'en nous rendant davantage attentifs aux personnages, eh bien, en réalité, la série nous transforme, visionner une série, c'est une expérience morale, parce que ça développe notre attention. Les personnages nous sont confiés pendant des dizaines d'épisodes, parfois même pendant 15 ans, au niveau d'urgence, et que donc, l'expérience de suivre une série, c'est finalement faire l'expérience d'un développement de sa propre attention, attention aux situations, attention aux justifications des personnages les uns par rapport aux autres. Et donc, voilà. Donc elle insiste beaucoup, c'est vraiment passionnant cet article. Vous le retrouvez très facilement, tapez AOC Média, Sandra Logier, Casa de Papel. Vous le retrouverez, je joindrai la référence précise, bien entendu. Voilà. Et ça a été l'occasion aussi, je termine là-dessus, dans cette troisième partie, autour désir et politique, de faire quelque chose, de donner aux élèves, je le rappelle, c'est des élèves de TL, qui sont pas très forts, mais d'excellente volonté. Ça a été l'occasion pour eux d'apporter un contenu supplémentaire, en l'occurrence un texte de Deleuze sur le désir qui est nécessairement révolutionnaire, parce qu'il doit produire en un sens le champ, produire politiquement et socialement le champ pas de sa réalisation, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il doit structurer le champ social et politique pour exister. Hein. Vous savez, c'est la désubjectivation ou désindividuation du désir chez Spinoza, le désir n'est que flux, et donc il est producteur des champs dans lesquels il doit ensuite faire valoir sa pertinence, avec cette formule que j'avais notée ici. Pas d'éclosion de désir en quelque lieu que ce soit, petite famille ou école de quartier qui ne mettent en question les structures établies. Le désir est révolutionnaire parce qu'il veut toujours plus de connexion et d'agencement. Voilà. Et ce qui a été l'occasion, donc, alors on aurait pu, en première intention de cours, travailler ensemble ce texte et voilà, faire une explication assez courante, etc., comme on le fait souvent. En l'occurrence, j'ai trouvé ça intéressant et le texte est quand même un peu difficile. De pouvoir avoir immédiatement des éléments à la fois d'illustration et de reconstitution à travers l'usage de la fiction. Voilà, j'étais un peu long, je ne vous ai pas montré tous les extraits que je voulais vous montrer, mais comme ça vous découvrirez la série, que je vous conseille vraiment pour des qualités sérielles, proprement sérielles, en tant qu'écriture de série, etc., mais aussi parce qu'encore une fois, c'est un objet qui a été extrêmement populaire, beaucoup regardé, et il me semble que voilà, maintenant, on ne peut pas l'ignorer, quoi. Ça fait partie de notre culture générale. Merci beaucoup.